Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui le lundi 8 juin 2026, nouvelle vidéo sur les cryptos. Grosse vidéo aujourd'hui les gars, j'ai pas mal de choses à vous dire. Alors déjà on a eu une semaine de folie la semaine dernière parce qu'on a eu que de la baisse. Forcément ça fait pas trop plaisir pour nos bagues long terme en spot, mais pour le scénario qu'on a vu ensemble, c'est juste parfait. C'est exactement ce qu'on avait anticipé, et en plus de ça, ce qui est beau dans ce mouvement-là, c'est qu'on l'a vraiment fait rapidement. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas mis à traîner comme on peut le faire certaines fois pendant des semaines et des semaines. Là ça a été fait paf, en l'espace de 30 jours en fait. Vous allez voir, on a ravalé toute la hausse, tout le rebond qu'on a fait sur 90 jours. Du coup on a mis 3 fois moins de temps pour aller chercher la même amplitude, le même niveau qu'on avait au plus bas vers les 60 000 $. C'est hyper intéressant parce que c'est le cas typique qu'on a régulièrement dans ce genre de rebond de phase de marché baissier. C'est les rebonds en escalier et puis bam, on rattrape tout à la baisse en mode ascenseur express et on revient direct au plus bas qu'on avait. Maintenant qu'on a fait tout ça, vous allez voir ce qui est très très intéressant, c'est que on a une opportunité de rebond. Donc vous allez voir que j'ai un petit peu saisi là à court terme sur un trade que je vais vous montrer. On a une opportunité de rebond où en fait on va avoir des targets de rebond que je vais vous montrer, qu'on peut plus ou moins aller chercher suivant l'amplitude, suivant le momentum qu'on va avoir au niveau des acheteurs. Je pense qu'actuellement on est bien dans ce rebond là. Ça peut varier, voilà, comme j'expliquais, au niveau sur lequel on est jusqu'à 63-64 000, et on peut même monter jusque, vous allez voir, jusqu'à des niveaux comme 70-75 000 $ au plus haut. Je pense pas qu'on ira plus haut parce qu'en fait, dans ce genre de rebond, en général, on ne vient pas chercher les zones de Fibo classiques qu'on a, comme les zones OTE, les 0,382, les 0,118 et les 0,7 qui sont dessus. On va plutôt chercher le premier niveau de Fibo des 0,382 qui, en général, valide la tendance baissière. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand vous avez un rebond qui est faible, et souvent c'est que on est bien dans une tendance baissière et qu'on est dans... Et quand on entame une descente comme ça assez forte, et en fait souvent les rebonds sont assez faibles, il y a assez peu de momentum. Donc voilà, c'est plutôt ce qu'on va viser, et c'est d'ailleurs exactement, rappelez-vous, le cas qu'on avait eu sur le Dead Cat Bounce, et pourquoi je m'étais mis d'ailleurs à short vers les 96 000 $ où on avait eu le Dead Cat Bounce à 98, parce que c'était le premier niveau de Fibo pile, et c'est souvent quand on démarre une tendance baissière comme ça, qu'on vient chercher ce premier niveau de Fibo, et ensuite paf, on enfonce assez fort. Donc voilà, on a deux opportunités là sur BTC, une première opportunité d'essayer de long ce rebond-là à court terme, et ensuite essayer de se positionner en short le mieux possible pour continuer la tendance baissière et aller chercher les plus bas. Bon, ça après c'est encore une fois le scénario idéal dans ce que je vise personnellement, mais comme d'hab, on prendra ce que le marché nous apportera, et on pourra changer, évoluer suivant comment les graphiques vont bouger, parce qu'on peut avoir un rebond plus fort que prévu, même si voilà, vous allez voir, c'est pas ce que je privilégie. Donc voilà, on va voir tout ça. Vous allez voir qu'en plus on a une marche traditionnelle qui commence à corriger, ça peut être très très bon pour nous, voilà, pour aller chercher un bottom plus bas sur BTC. Bon, je commence, tiens, rien à voir avec la crypto, mes petits JM de Annecy. J'étais à Annecy les gars ce week-end, je vous ai fait un petit instant là sur des bars comme ça, je trouvais ça cool. Ça fait 1 an les gars, maintenant je fais du street, je vous en avais parlé rapidement il y a 1 an, et je commence un petit peu à gérer, ouais, je fais des handstands, je fais des handstand push-up et tout, sur les barres assez hautes, et je fais pas mal de front lever maintenant aussi, je commence à tester le handstand one arm, j'ai pas mal de trucs, j'ai bien charbonné le street les gars, je crois que j'ai fait 180 séances en 1 an, j'ai fait vraiment une séance tous les 2 jours, tellement je kiffe ça, des grosses séances de 2 heures, et du coup j'ai pas mal pris physiquement et en skill, et du coup là je trouvais ça marrant de le mettre en vidéo. Si jamais des abonnés qui font du street un peu, chaud de faire des sessions à Malte ou ailleurs, ça c'est le truc qui me fait trop kiffer. Et si jamais ça vous intéresse, à l'occasion, je vous ferai un petit tweet pour vous montrer un peu les updates que j'ai pu faire en 1 an, pour en motiver certains s'il y en a qui veulent se lancer dedans. Bref, on passe sur le plus important. Déjà, premier truc, on a eu Zcash qui a pris un moins 30%, je crois moins 40%, qui a pris un énorme flash crash avec une grosse mèche, et puis on est remonté parce que en fait Cloud Code a découvert une vulnérabilité, là j'arrive pas à le dire, vulnérabilité dans la création de Zcash qui était là depuis le début, mais personne ne l'avait vu. Et en gros, tu pouvais créer du Z du token ZEC autant que tu voulais, et du coup on dit que certains auraient pu en profiter. Vous allez voir que sur le Zcash on a une opportunité aussi de short qui peut être hyper intéressante, parce qu'on est tout en haut, on a bien monté, il n'a pas encore trop corrigé, et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il a un gros double top, un gros M en formation weekly, et on peut aller chercher jusqu'au plus bas, aller à moins 95% de baisse en short. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça peut être un truc de ouf. Après, vu qu'il est très volatile, essayer de rentrer là-dessus à court terme, c'est dur, parce qu'en fait, à chaque petit rebond qu'il peut faire, c'est plus 20, plus 30, ça peut être plus 40%, vu que c'est un token très volatile. Mais voilà, vous allez voir qu'il y a lui, et aussi le hype que je regarde pas mal, parce qu'en gros, moi je pars du principe que ce genre de tokens qui n'ont pas encore corrigé,
c'est des tokens qui vont, dans tous les cas, corriger si BTC va chercher un bottom. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, BTC n'est pas allé chercher un plus bas. Enfin, voilà, on est resté en dessous des 60 000, mais on n'est pas allé chercher un 50 ou 40 K. Et du coup, les gens gardent leur position. Mais si on a un BTC qui craque et qui va aller chercher un bottom plus bas, en fait, vers les 40, 50 000 par exemple, et ben ces tokens-là qui n'ont pas encore corrigé et qui sont sur des plus hauts, comme le Zcash, comme le Hype, et ben vont se corréler à Bitcoin en fait. Parce que les gens qui sont positionnés là-dessus et qui sont du coup en gain parce que c'est en ATH, et ben ils vont vendre leur position pour acheter du Bitcoin en spot. C'est toujours ce qui se passe. Hein. C'est la même chose avec les marchés traditionnels et Bitcoin aussi. Et du coup, on va avoir un rattrapage de la baisse qui va être assez violente. C'est pour ça que je vais vous montrer après au niveau graphique, mais le Zcash et le Hype, il y a peut-être quelques trucs à prendre. Ouais. En plus de ça, dans le week-end, on a un protocole, un kelp qui s'est fait taper 300 millions de dollars, les gars, c'est chaud. Donc si vous avez des ZTH en prêt sur AV3, il faut les retirer. Personnellement, j'ai rien sur la DeFi parce que tout ce qui est avec FTX, etc., on a eu Celsius, Luna à l'époque, ça m'a un peu traumatisé, du coup maintenant je suis tout hors de la DeFi. Mais voilà, encore un problème de plus en fait qui va renforcer, je pense, l'écosystème à long terme, mais qui à court terme fait du mal, surtout dans un bear market comme ça. On a eu aussi le bordel autour de Michael Saylor. Rappelez-vous, dans la dernière vidéo, on avait dans le dump qu'on avait eu, on avait eu en plus de ça la news de Michael Saylor qui nous annonce qu'avec MicroStrategy, ils vendent un peu de Bitcoin, qui a fait du coup encore plus engendrer la baisse qu'on a eu sur Bitcoin. En fait, ça a fait une sorte d'effet boule de neige où ça accentue le truc. Et au final, comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, la vente en elle-même de leur BTC, ça représente rien, mais c'est tout le FUD en fait qu'il y a autour qui fait que voilà, ça engendre plus de baisse. Et du coup, Michael Saylor qui nous dit, un bon moment pour ajouter plus de points, en gros, là, il met un tweet où il montre en fait tous les achats de Bitcoin qu'ils ont fait avec MicroStrategy et il dit voilà, ce serait un bon endroit pour acheter des Bitcoins. Et du coup il y a tout le monde en dessous qui pète un câble en fait parce qu'ils ont vendu des Bitcoins la semaine dernière et là il est en mode vas-y on va racheter Bitcoin. Et en fait du coup on se demande s'il dit pas ça pour essayer de pas trop faire feu de les gens et essayer de redire non vous inquiétez pas on reste acheteur sur Bitcoin. Mais du coup c'est un peu, comment je pourrais dire, c'est un peu de la maladresse quoi, c'est pas hyper bien, ça n'a pas été hyper bien pris. Donc voilà, mais les mouvements de MicroStrategy ultra regardés par le marché, hein, normal parce que c'est l'un des plus gros acteurs sur le marché en termes d'achat et forcément l'impact qu'il a quand ils prennent une décision, c'est assez énorme hein, par rapport au marché. L'impact de la décision a plus d'impact sur le marché que la décision elle-même d'acheter ou de vendre des BTC. Donc MicroStrategy, Michael Saylor à surveiller. Allez, on passe sur les graphiques, j'ai pas mal de choses intéressantes à vous passer. Et ça, la cerise sur le gâteau pour que BTC dump, les marchés traditionnels qui commencent gentiment à corriger. On est tellement haut sur les marchés tradis qu'une simple correction en fait de quelques jours, quelques semaines, ça suffirait pour BTC de corriger encore plus fort. Et surtout ça avec la corrélation négative qu'on a en ce moment avec les marchés tradis et BTC. Et on le voit, regardez les S&P, vous voyez, depuis le bottom qu'on a fait ici en avril dernier, enfin au mois d'avril, et ben en fait on a eu que de la hausse et très peu de corrections, vous voyez, des légères corrections mais tranquilles, et là on a enfin une vraie bougie rouge qui est un peu plus grosse que la moyenne, et du coup ça pourrait être un début de correction, mais pas forcément une correction où on revient sur les plus bas ici, où on craque à la baisse, juste une correction vous voyez, légère, où par exemple on redescend à ce niveau là, pour ensuite tac on remonte. Ce qu'on a globalement très régulièrement en fait sur les marchés traditionnels. Je vous montrerai après au niveau graphique, pareil pour le Nasdaq. Et en fait ça, je vous en ai déjà beaucoup parlé de ces marchés traditionnels qui sont hyper importants pour BTC parce que on avait vu ensemble que le rebond des marchés traditionnels était mais tellement plus fort que celui de BTC. Par exemple là, si on compare BTC à la place des marchés traditionnels, si on les superpose, BTC il a fait ça. C'est-à-dire que sur le rebond qu'il a eu, donc il a fait son plus bas à 60 000, comme le S&P ici, et ensuite son rebond, il s'est arrêté là. Et là, on a commencé à recorriger et on est ici. Alors que l'S&P, lui, il a fait tout ça de plus. Et en fait, quand vous avez une corrélation comme ça négative entre les marchés traditionnels et les marchés crypto, donc surtout BTC, et que tu as les marchés traditionnels qui commencent à corriger, et ben souvent BTC, il se prend une claque énorme. Parce que si tu as un S&P qui explose comme ça et que BTC n'arrive même pas à suivre, si derrière ça commence à corriger S&P, BTC va prendre encore plus cher. Et du coup, ça c'est vraiment quelque chose à surveiller et c'est quelque chose qui pourrait arriver avec cette bougie-là, d'avoir une correction un peu plus profonde et avoir un BTC qui descend encore plus. L'autre truc à absolument regarder qui est hyper important, c'est le dollar. Le dollar, vous voyez, qui est pas loin de, encore une fois, casser son range ici en weekly. Rappelez-vous, le dollar, pareil, on a une corrélation très très forte entre le BTC et le dollar. Ce qu'on remarque, c'est que à chaque marché baissier de BTC, on a un dollar qui monte. À chaque marché haussier de BTC, on a un dollar qui baisse. Et donc, pour avoir une baisse plus prononcée de Bitcoin, aller chercher un bottom plus bas,
il faudrait du coup un dollar qui monte. Et vous voyez, là on est typiquement dans voilà, un range en weekly sur lequel on est en train de poser un bottom, sur lequel on pourrait casser ça à la hausse. Et le jour où on casse ce range à la hausse et qu'on accélère sur le dollar, il faudra vraiment surveiller parce qu'on aura une forte accélération logiquement à la baisse sur BTC. Donc ça c'est pour voilà, l'aspect des marchés traditionnels qu'il ne faut pas mettre de côté parce qu'on a une corrélation qui est toujours très forte entre les deux. Ensuite, du côté de BTC, regardez le rebond qu'on a eu, vraiment, ce que je vous ai expliqué en intro, rebond, cas d'école les gars, rebond en marche d'escalier, vous voyez, on monte tranquillement, et bam, on ravale tout en ascenseur. C'est toujours la même chose quand on est dans un marché baissier, c'est voilà, rebond qui prend du temps, et bam, on ravale tout quand on casse la baisse. Et quand on est en marché haussier, les gars, je peux vous montrer après sur TradingView, mais c'est la même chose, mais à l'inverse. C'est-à-dire que on va descendre, on est dans un marché haussier, donc par exemple, on est dans un marché haussier, donc on va descendre tranquillement, et une fois qu'on arrive au bottom, paf, on remonte très fort. Et en fait, c'est ce genre de graphique-là, c'est ce genre de chart qui piège en général le plus de gens. C'est pour ça qu'on fait toujours ce genre de pattern, que ce soit la baisse ou la hausse. Et en gros, là, le fait du coup qu'on revienne sur les plus bas ici, ça nous laisse deux choix, soit un double bottom en fait, on va chercher un premier bottom, on rebondit, deuxième bottom, et ensuite on repart en bull run. Ou alors, deuxième option que moi perso, voilà, je privilégie, comme je vous en parle depuis assez longtemps, c'est voilà, la tendance baissière, on rebondit, on vient chercher la FG, le ruban weekly, etc. On se fait rejeter, et là, on peut avoir un dernier petit rebond avant de se faire enfoncer. On peut le voir aussi autrement. Tiens, il y a le tweet de Tom Crypto que je trouve intéressant par rapport à... c'est tout simple, mais c'est juste des canaux aussi, en fait, tout simplement. Quand on est dans une tendance baissière, c'est toujours pareil. On fait des rebonds, donc qui peut être représenté par des marges d'escalier comme ça, et paf, ascenseur. Marge d'escalier, paf, ascenseur. Et aussi, ça se représente très bien avec les canaux haussiers qu'on a à chaque fois. On monte dans un canal haussier, une fois qu'on le casse, on casse très fort à la baisse. Pareil, là, on monte là-dedans, là, on est en train de le casser, du coup, on risque d'accélérer à la baisse et de au minimum venir sur ces zones-là, vers les 50 000. Jusqu'au moment où on va poser un bottom, et ce bottom-là se fera différemment, comme par exemple pour ceux qui s'en souviennent, on avait eu en 2018, où en fait on avait formé une longue phase de range, avant du coup de casser ça par le haut, et ensuite remonter. Et en 2022 c'était pareil, c'est-à-dire que tout en bas du bottom, pour regarder, on avait fait une forme de phase de range en fait, et pas un rebond, mais plus une phase de range, pour poser le bottom et ensuite remonter. Et si vous voulez, quand vous avez un rebond, tac, direct, et bien souvent en fait, c'est qu'on est toujours dans une tendance baissière. Alors que si vous avez un premier bottom, et qu'en fait on reste dans un range comme ça, comme ceci, et on va pas chercher des plus hauts, juste on reste dans un range, et ben on a plus de chances en général qu'on forme le bottom à ce moment-là. Aussi ce qui se fait assez rarement, c'est en formant une grosse divergence weekly, où tu prends le plus bas qu'on a ici, le plus bas qu'on a ici, et en fait en général le plus bas ici, puis le RSI qui monte, ça forme une grosse divergence weekly, c'est souvent là aussi on a eu bottom, c'est exactement ce qu'on avait eu en 2022 pour ceux qui s'en souviennent, et là actuellement ça on l'a pas. Mais on pourrait l'avoir au moment, où je vous montrerai après au niveau graphique, mais on pourrait l'avoir au moment où on fait un plus bas ici vers les 50 000. Voilà pour ça, au niveau du rebond, on va essayer de rentrer un peu plus en détail là-dessus. En gros, souvent, on va former un rebond quand on est proche des plus bas. Ça veut dire que, vous voyez, quand on vient faire un bottom, hop, on fait le rebond, vous voyez, on vient chercher la déviation ici, on commence à chuter, et souvent là, on va avoir un petit rebond qui redonne espoir, si vous voulez, c'est le rebond de l'espoir, moi j'appelle comme ça, et ensuite, paf, on enfonce. Et ça, c'était en 2022, vous voyez, on l'a aussi ici. Alors ça, non, c'était le Dead Bonus qui est 18 000 $ début 2026, et ça, c'était 2022, vous voyez. Ou même chose, on a le rebond ici, déviation, et vous voyez, quand on descend, on a un petit rebond d'espoir, pareil, petit rebond d'espoir ici, et après, paf, on enfonce. Même chose ici, vous voyez, range, hop, déviation, et là, on a le petit rebond d'espoir, et paf, on enfonce. Et là, vous voyez, je l'ai mis un peu tôt, parce que j'ai envisagé un rebond plus tôt vers 67 000, je pensais pas qu'on allait direct aller à 60 000, mais ça marche aussi pour les 60 000, vous voyez, on est là actuellement, et en gros, l'objectif, c'est d'aller rebondir avant de, paf, enfoncer. Et là, on a le signal parfait, en fait, pour avoir un rebond, c'est le fait qu'on soit venu sweep, vous voyez, le plus bas qu'on a ici. Alors ça, c'est assez fou, assez précis, mais vous voyez, le plus bas qu'on avait ici à 60 000 $, on est venu chercher toutes les liquidités qu'on avait laissées tout le long, et même celle-là, et on est venu chercher ces liquidités-là, des gens qui avaient long dans ces endroits-là, avec leur stop-loss, leur liquidation ici, on est venu sortir tout ça, avec la petite mèche, et là, paf, une fois qu'on a tout sorti, et ben là, on peut avoir le rebond, et aller chercher le rebond voilà, dans ces zones 64, 65, 70, 75 comme je l'ai expliqué au plus haut, et ensuite, une fois qu'on a formé ce rebond, paf, enfoncer plus bas. Ça, c'est vraiment le scénario que je vise actuellement. Et il y en a un autre que je trouvais qui avait bien aussi résumé ça, c'est Kaz sur Twitter. Alors, je vous laisserai lui faire son tweet, il est assez long, mais en gros, vous voyez, au niveau graphique, il nous explique à peu près le même schéma que je vous montrais ici. Vous voyez, on vient sweep tous les lots ici, alors il swept.
on vient sweep ici, on vient sweep ici, on vient sweep le plus bas de 60 000, et ensuite, paf, son objectif c'est de rebondir, aller chercher donc le high le plus haut en termes de rebond, mais pas trop fort non plus, vous voyez, 68 000 $, ça pourrait correspondre à la target qu'on pourrait aller chercher, et ensuite on ferme le petit rebond, et paf, on enfonce plus bas. Et du coup, il nous calque ça, ce qui est intéressant par rapport aux liquidités, vous voyez, dans cette zone, on va les voir aussi après, les liquidités, mais c'est vrai que vers les 68 000, 70 000 $, c'est une zone qui est assez regardée parce qu'on a beaucoup de liquidités dans ces endroits-là, malgré que vous allez voir aussi que personnellement, je ne vais pas attendre ces niveaux pour commencer à construire mon short sur ce rebond, parce que en fait, on va avoir en général un rebond qui est beaucoup moins fort que prévu dans ce genre de phase, vu qu'on est en tendance baissière et comme je l'expliquais, souvent on revient chercher juste le premier niveau de Fibo. Bon, dans tout ça, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que c'est bien beau de faire des belles analyses comme ça, on a raison et tout, mais c'est le plus important, c'est quand même essayer d'en retirer des bénéfices, d'en retirer un peu quelques trades. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de mon trading? Vous allez voir que c'est pas le plus optimal que j'ai eu, contrairement au Dead Cat Bounce là, des 98 000 où j'avais pu prendre le short parfait sur les 96 000 jusqu'à 70 000 et je m'étais régalé. Là, ça a été plus compliqué, j'ai voulu short tout le long du rebond vers les 78 000, 80 000, 82 000 et à chaque fois je me faisais stop loss parce que je prenais trop serré et du coup quand on a commencé à corriger à partir, je voulais rentrer mais plus en fait j'attendais le moment parfait, plus ce moment parfait s'éloignait parce qu'on descendait et plus ça descendait plus c'était dur de rentrer et du coup au final j'ai jamais vraiment pu rentrer. J'avais pris une position que j'avais montrée en direct quand je l'avais prise il y a 4-5 jours là, quand j'avais fait la dernière vidéo, où du coup j'étais rentré à 70 000, j'étais ressorti un peu plus bas à 68 000, mais là c'était pas un short comme je voulais le mettre, c'est-à-dire en mode voilà, j'essaie de le rentrer sur le rebond en haut et le laisser couler jusqu'en bas à 60 000, même voire plus bas. Là c'était plus du scalping un peu sur quelques heures, quelques minutes. Et du coup, c'est ce que j'ai fait un peu toute la journée pour profiter de la baisse quand tu as énormément de volatilité comme ça. Alors, c'est pas du tout un truc que je fais habituellement, ce genre de scalping court terme, parce que il y a beaucoup de frais, c'est pas ce que je préfère. C'est dur d'être rentable là-dessus, mais quand tu as beaucoup de volatilité, tu as des grosses journées de volatilité comme ça peut valoir le coup. Et du coup, je le fais ponctuellement, ça arrive peut-être quelques fois par an. Là, du coup, c'est ce que j'ai fait. Je vais prendre un premier short là qui m'a rapporté 4 000 $ sur ces niveaux-là. Et après, j'en ai refait un à 1 200. Et du coup, au final, après, je vous ai montré sur la journée totale qu'est-ce que j'ai fait. Et en fait, j'ai pris 2 shorts ici qui ont rapporté 4 000 et 1 000. Et ensuite, j'ai perdu 2 fois en long sur les 400, 300. Et après, je n'ai remis un long sur lequel j'ai pu prendre le rebond de 1 300. Du coup, sur le total de la journée, ça me faisait plus 5 900. C'est pas trop mal, ça me permet d'augmenter ma position pour mon futur short, c'est ça l'objectif. Et après du coup j'ai laissé couler, j'ai pas essayé de retenter des shorts ou des longs par-ci par-là parce que tu sais jamais où est le bottom et en fait essayer de timer le bottom comme ça tant que t'as pas eu tout le nettoyage de liquidité, c'est assez piégeur. Et donc au final le seul relong que j'ai, le seul nouveau trade que j'ai mis, c'est celui que j'ai mis hier soir. Hier soir je me suis positionné en long ici sur la FGH 4, alors juste au-dessus, je vais vous montrer après au niveau analyse technique comment j'ai fait. Moi, je peux vous montrer ici au pire, comment ça sera fait. En gros, vous voyez, en daily, on est venu du coup chercher le plus bas ici. Vous voyez, on le voit très bien, hop, sur cette ligne, juste là. Vous voyez, on est venu sweep ça. Et du coup, une fois qu'on est venu sweep ça, qu'on est venu chercher toute liquidité avec le plus bas du plus bas qu'on avait ici, et ben logiquement, là, c'était vraiment le dernier niveau pour rebondir. C'est-à-dire qu'on aurait très bien pu avoir un rebond dans cette zone, dans cette zone, dans cette zone, mais à chaque fois, essayer d'anticiper ça, c'est être contre-tendance et c'est un peu piégeur. Et le dernier niveau sur lequel c'était le plus pertinent pour rebondir, forcément c'est le plus bas quand on a tout nettoyé. Du coup c'est ce qui s'est passé, on allait chercher tout en bas, on a tout nettoyé et là du coup on commence à rebondir. Ouais, alors c'est pas un rebond pour l'instant qui est exceptionnel comparé à la baisse qu'on a eue, mais ça casse en fait si vous voulez cette tendance baissière qu'on avait là depuis 2 semaines. Enfin ça casse, c'est juste, ça met un temps de pause si vous voulez, ça met un temps de pause dans la tendance baissière comme ça qu'on poursuit logiquement. Et le truc, c'est que moi, je voulais pas essayer de rentrer non plus sur le plus bas ici parce que, comme à chaque fois, en fait, voilà, tu passes sous les plus bas ici. Et en fait, à chaque fois, tu peux dire, vas-y, j'ai short ici, 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 parce qu'on a nettoyé ça. Mais en fait, tant que dans comme ça, baissière court terme, tu peux te faire sortir comme ça à l'infini. Et du coup, je préférais attendre qu'on ait le nettoyage complet et que derrière, on a un rebond et qu'on revienne dans les FG éventuellement pour rentrer. Du coup, c'est ce qui s'est passé. Ici, hop, en 4 heures. En gros, on a eu notre rebond. Et ensuite, on est revenu pile, regardez, c'est assez précis, mais là, on avait une FG, donc c'est le trou qu'on a entre cette bougie et cette bougie, en du coup 4 heures. Et la bougie est parfaitement revenue tester cette FG-là. Et du coup, après, on a commencé à rebondir. Et en fait, dans la soirée, hier, j'ai vu qu'on avait comblé ça quand on était en train de repartir. Du coup, c'était pas optimal, j'aurais préféré mettre un ordre ici. Mais vu que j'étais en week-end, j'étais pas trop à checker. Et du coup, je me suis juste positionné un peu plus tard que ce que j'aurais voulu avoir sur ce niveau. Ce matin, du coup, belle surprise, j'ai vu que c'était bien monté. J'ai monté mon stop loss plus haut ici, et là, après, mon TP, je l'ai mis un peu plus haut. Alors, je ne l'ai pas mis dans la première FG
daily qu'on a ici, mais je l'ai mis dans l'autre FVG qu'on a ici. Vous allez voir qu'il correspond au premier niveau de Fibo. Si on regarde là, 0,382, ouais, il est ici. Et du coup, je pense que ça peut être la zone à viser pour ce rebond-là. Donc bref, ça c'est pour le petit trade. Après, ces petits trades-là, je ne vous les mets pas sur Twitter parce que ouais, c'est des petits trades que je prends avec des petites positions. J'ai pas trop envie de les hold non plus. Et c'est plus des petits trades que je mets avec des petits gains qui me permettent d'augmenter en fait mon capital que je veux utiliser pour former un gros short sur BTC en fait, tout simplement. C'est plus des petits ajouts comme ça, des petits bonus. Mais c'est pas là-dessus que je compte faire mon gros trade quoi. Donc voilà pour ça, et l'objectif ça va être vraiment de laisser ce long là, essayer d'aller chercher cette target, de TP ici, et ensuite de construire mon short dans toute cette zone là avant de repartir à la baisse. Et ça je peux vous montrer directement sur BTC, sur TradingView. Alors il y a pas mal de choses intéressantes à dire. Voilà, le sweep on l'a déjà vu ici, là du coup on a le rebond qui est en cours, et comme on l'avait vu, comme je vous montrais sur Twitter avant, vous voyez souvent quand on est dans cette phase de rebond, déviation, là vous voyez on a un petit rebond et on chute. Et c'est toujours pareil, c'était la même chose en 2022. On avait souvent cette phase de on chute, on a un petit rebond dans cette zone avant de rechuter plus fort. Là, on l'avait très bien ici, vous voyez le petit rebond ici avant de chuter. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que souvent, en fait, ces rebonds-là, ils sont minuscules. C'est vraiment des tout petits rebonds et c'est des rebonds d'espoir, si vous voulez. C'est un peu pour redonner l'espoir aux gens de former un double bottom. Parce que ce qui se passe, c'est que quand tu fais un premier bottom, hop, tu rebondis, tu fais un deuxième bottom et que là, tu as un rebond, les gens, ils se disent, ça y est, bottom, il est là, let's go. Et souvent, c'est le rebond de l'espoir qui enfonce et qui piège les gens, un maximum de gens ici. Après, c'est encore une fois, c'est dans le scénario où on va chercher un plus bas. Ça se trouve, je me plante complètement et en fait, le bottom, il est aux 60 000. Il est aux 60 000 et là, on a vraiment le bottom qu'on va former ici. J'y crois pas trop pour différentes raisons. Déjà, comme je l'expliquais la dernière fois, on a vraiment juste regardé en weekly, quand on regarde la charte comme ça, je trouve vraiment pas ça beau. On a vraiment l'impression d'avoir un énorme... vous voyez, alors c'est pas une structure week-off, c'est pas non plus une épaule tête-épaule, mais quand on a beaucoup, une montée comme ça, comme ça, souvent en fait, paf, tu casses ça à la baisse. Et du coup, aller chercher, vous voyez, une target ici entre les 40 et les 50 000, ça paraîtrait plus cohérent comme structure, vous voyez, pour poser un bottom et ensuite repartir, que poser un bottom ici et repartir. Autre chose aussi qui est hyper important, mais rappelez-vous, les zones de Fibo, quand on prend le plus bas au plus haut, souvent on revient en dessous des 0,786 de Fibo en termes de retracement, de bear market. Et la même chose, vous voyez, quand on prend ici et ici, les 0,786, ils sont où? Ils sont à 40 000 $. Donc c'est-à-dire que logiquement, on devrait revenir en termes de proportion de bear market dans cette zone-là des 0,786. Ça c'est vrai, mais il y en a beaucoup qui disent « Ouais, mais en 2022 c'était différent parce qu'il y a eu FTX. » Et que là, si on n'a pas de Black Swan, si on n'a pas de FTX, on n'aura pas les 40 000. Ça peut être en partie vrai, mais là où je trouve que c'est pas ultra représentatif, c'est que, simplement, regardez, le bottom qu'on a fait en 2022, il était sur ce niveau-là. FTX, c'était ça. Donc si vous voulez, la différence, elle n'est pas non plus énorme. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas eu FTX, le bottom, il aurait été ici. C'est-à-dire qu'au lieu que le bottom, il soit ici à 15 000, 15 500, il aurait été à 17 700. Donc si vous voulez, la différence par rapport à tout ça, elle n'est pas énorme. Et dans tous les cas, regardez, si on prend les Fibo, hop, on aurait fait un bottom ici, on aurait été juste au-dessus des 0,786, au lieu d'être juste en dessous, si on n'avait pas eu FTX. Et donc là, même chose, imaginez, on n'a pas de FTX, proportionnellement, en fait, venir juste au-dessus des 0,186, c'est ici, on sera à 42 000 $. Et même si, imaginons, on est au milieu, dans la zone OTE, entre les 0,118 et les 0,786, ce que je privilégie un peu personnellement, on sera vers en dessous des 50 000. Et en fait, ce serait pas du tout déconnant qu'on décroche ici, on va en dessous des 50 000, et on forme un bottom dans cette zone, voire en dessous des 40 000, si jamais on a un FTX ou un truc comme ça qui tombe. Mais moi, personnellement, toute cette zone vers les 50 000 jusqu'aux 40 000, ça peut être une zone de bottom, clairement, qui peut être hyper intéressante à aller chercher. Mais la zone des 60 000 ici, qu'on a là, proportionnellement à ce qu'on connaît en termes de bear market, c'est quand même un peu trop. C'est pas assez bas, si vous voulez. Après, voilà, comme d'hab, c'est pas parce qu'on a fait ça sur tous les cycles précédents que ça va forcément se reproduire. Mais c'est vrai qu'en général, ça marche plutôt bien. Comme la cyclicité aussi. Rappelez-vous, la cyclicité, toujours pareil. Les tops de marché fin d'année, novembre 2013, décembre 2017. Là, c'était novembre 2021, octobre 2025. Et les bottoms, toujours pareil. Tout le temps la fin d'année, vous voyez, genre février, janvier, là c'était décembre 2018, ensuite novembre 2022, et là logiquement, vous voyez, on pourrait pousser jusqu'à novembre, décembre, octobre 2026 dans cette zone-là, ce qui nous laisse encore le temps au niveau de timing d'aller chercher un bottom et ensuite de remonter. Autre chose pour le truc du bottom qui est intéressant,
Ce que je vais expliquer au niveau des divergences, c'est ça. Souvent, quand on a un marché qui descend et qui rebondit, on est toujours en tendance baissière, vous voyez. Ça rebondit toujours en tendance baissière, rebondit toujours en tendance baissière, on rebondit toujours en tendance baissière, etc., etc., etc. Et c'est le moment où on commence à former un range, c'est-à-dire qu'on descend, on a un petit rebond, mais pas trop fort, c'est-à-dire on n'a pas un rebond comme ça et qui fait ça, on a plus un rebond qui est léger, et derrière on commence à range, que là on forme notre bottom. Et ce qui est encore mieux, c'est quand on fait une divergence. Vous voyez, comme on l'a eu ici avec FTX, ou la même chose, rebond, on chute, rebond, on chute, rebond, on chute, etc. Et au moment où on a posé notre bottom, c'est quand on n'a pas eu un rebond trop fort, mais on a eu vraiment la chute, la mise à plat avec le range, et là on a fait une autre bottom. Et en plus de ça, ce qui était cool, c'est qu'on a eu cette grosse divergence avec le plus bas ici, donc on descendait au niveau du cours, et au niveau du RSI, vous voyez, ça montait. Ce qui faisait que le momentum acheteur après ça était beaucoup plus bullish. Et là, tiens, j'ai parlé un peu trop vite. Je pensais qu'on avait un RSI qui était plus bas, mais non. Et ça, c'est intéressant. Alors, c'est intéressant, mais c'est même au final ce qu'il faut faire pour un bottom. Donc, ça, c'est cool. Regardez, par exemple, en 2022, vous voyez, on est venu chercher le bottom ici, hop, on a range. Et en fait, quand on a cassé la bougie ici, vous voyez, le RSI était plus haut que ce niveau-là. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que le bottom qu'on a fait là, le RSI, lui, il a fait un bottom plus haut, ce qui a formé la divergence. Et là, on a à peu près le même cas. Donc, ce qui est vraiment bon signe pour que la prochaine baisse, en fait, soit le bottom. Et qu'on n'ait pas un truc comme ça et que ça continue. Parce que tout simplement, vous voyez là, on a le RSI qui est sur un plus bas, on a le RSI qui est un peu plus haut ici. Et du coup, si on prolonge, hop, comme ça, on est plutôt sur une tendance haussière sur le RSI. Et en fait, ce qui risque de se passer, c'est que là, on a un premier bottom, vous voyez, au niveau weekly, qu'on a ici. Et là, on va aller chercher du coup notre deuxième bottom au weekly, qui est pour l'instant ici, mais qui risque d'être éventuellement plus bas. Et par exemple, si on vient chuter là, et on vient poser un bottom dans cette zone, hop, on aura la tendance weekly baissière comme ça, et la tendance haussière weekly, vous voyez, dans cette zone. Et du coup, ça formera encore une fois notre divergence. Mais l'objectif de ce bottom là, encore une fois, c'est pas d'aller chercher une baisse brutale avec un gros rebond et derrière on renfonce. L'objectif, ça va être vraiment de venir chercher la baisse brutale et une fois qu'on a cherché, un rebond pas trop fort pour commencer un range assez à plat et du coup former notre bottom et là casser la hausse. Donc bref, ça c'est pour le weekly. Hop, quand je reviens plus à court terme en daily, ce que je voulais vous montrer, c'est du coup toutes les FSG weekly, pas weekly mais daily. En gros, typiquement, quand on a ce genre de baisse ici, il faut regarder toutes les grosses FSG qu'on a ici en daily et voir lesquelles on peut aller combler pour former du coup notre rebond et ensuite chuter. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on en a pas mal. On a déjà une première qui est ici, vous voyez, dans le creux qu'on a là. On a une deuxième dans le gros creux qu'on a ici et une troisième dans le creux qu'on a ici. Après, on en a encore un petit peu d'autres au-dessus, mais je les ai enlevés parce que je pense pas qu'on ira chercher ces niveaux. Par exemple, celle qu'on a ici, hop, on en a une autre ici, juste là, et après, je crois, au-dessus en daily, on n'en a pas. Et du coup, plus haut, on pourrait se dire, voilà, on va chercher ces niveaux-là. Mais un rebond de cette amplitude-là jusqu'à 75 000, perso, j'y crois pas trop. Parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, souvent, en fait, dans ce genre de phase baissière comme ça, on va chercher un rebond qui est plus petit que souvent ce qu'on prévoit, en fait. Parce qu'on est dans une tendance baissière et du coup, on continue la tendance avec peu de momentum acheteur. Et pour ça, ce qui est intéressant, c'est regarder les Fibo. Et quand on regarde, hop, on a déjà vu tout à l'heure ensemble, mais en gros, le premier niveau de Fibo est très intéressant, des 0,382. Et je pense que cet FSG-là, ça peut être vraiment l'FSG parfaite pour former le rebond. Où là, on a une première FSG ici qui pourrait faire le taf. Mais l'FSG optimale, je trouve pour moi, ce serait celle-là. Celle-là serait optimale et du coup serait la zone vers jusqu'à 70 000 $, voilà, au plus haut 71 000 et ça commence à 67 000. Et vu que c'est une grosse FSG, la combler jusqu'au milieu, ça paraîtrait pas déconnant, ce qui d'un coup validerait un tout petit peu plus haut que les 0,382, ça pourrait être pas mal. Donc voilà, c'est un peu ce que je vise personnellement, et d'ailleurs le long que j'ai positionné ici, que je vous ai montré tout à l'heure sur BitGet, je vise un TP dans cette zone-là vers les 68 000. Après, comme d'hab, je vais m'adapter et je vous tiendrai au courant sur Twitter, suivant ce que je vois à court terme, s'il y a des inversions de structure, s'il y a des trucs intéressants ou pas, je vous tiendrai au courant comment je me positionne personnellement en short. Ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est les zones de liquidation qu'il y a ici. Oui, on le voit très très bien sur la map, mais en gros, les zones de liquidation, elles se situent où? C'est toujours pareil, elles se situent sur les plus hauts. Donc en fait, dès que tu as un plus haut comme ici, vous voyez, on a fait une chute, un petit rebond, donc on a formé un plus haut. Enfin, le plus haut du rebond, et ben qu'est-ce qui se passe au-dessus? On a énormément de liquidité. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens, quand ils se mettent à short, ils mettent leur stop loss et leur liquidation au-dessus du plus haut ici. Donc ce qui fait que ça fait des poches de liquidité, et c'est pour ça que c'est hyper intéressant pour le cours d'aller sweep ce plus haut et ensuite de redescendre. Et du coup, à chaque fois, vous voyez, on voit que les zones de liquidation, elles sont sur les 68 000 ici. Il y en a beaucoup aussi sur 70 000 le plus haut ici. De nouveau, quand tu prends le plus haut ici, il y en a deux. Et donc, ça fait énormément de liquidation. Et encore une fois, c'est toujours pareil, hein, mais l'ATH, là où tu as eu le plus haut du rebond, vers les 83 000, c'est là où tu as le plus de liquidation. Mais du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est le rebond dans la FSG, vous voyez qu'on a ici, vers les 68 000 $ qui correspond à la FSG daily qu'on a,
plus le plus haut avec les liquidations qu'on a ici, et aussi le premier niveau de Fibo, qui est pile dans cette zone à 68 000. Donc voilà, ça, cette box est assez intéressante pour éventuellement se positionner. Après, derrière, le truc, c'est où est-ce qu'on met le stop loss. C'est-à-dire que est-ce que le stop loss, on le met en mode serré un petit peu au-dessus de la FG, est-ce qu'on le met sur le plus haut ici, ce qui serait en théorie plus logique, ou est-ce qu'on le met carrément ici si on peut pas prendre de risque. Ah, ça, c'est à voir, mais ouais, déjà d'ici à ici, ça fait quand même 7-8%. Donc ça fait quand même des gros écarts. Donc voilà, pour ça, regardez ça, le MACD Weekly, les gars, il est parfait, on l'avait vu ensemble. On monte, hop, on descend. À partir du moment où on a une bougie blanche, en général, c'est qu'on commence à former le top et on commence à chuter. Et là, on va avoir le croisement qui signale pas le début de la baisse, mais le milieu de la baisse, souvent. Quand, par exemple, là, on a eu le croisement, vous voyez, bullish qui était ici. Mais regardez, au niveau des bougies, on était là, vous voyez, on était au milieu entre le bottom et le top. C'est plus en général que ça valide la baisse en cours. Et du coup, là, pareil, vous voyez, le top, il est là. Peut-être le bottom, il sera sûrement, je sais rien, dans cette zone. Ici, et au final, ce qu'on a ici, c'est un peu le milieu où on a le croisement. Et là, ce qui est du coup logique serait qu'on redescende, on recroise plus bas. Et pareil, quand on aura des bougies rouges et on commencera à avoir une bougie blanche, on pourra se dire qu'on n'est pas loin du bottom parce que le momentum commence à s'inverser. Allez, voilà pour BTC. On a le total 3, hop, qui commence aussi à descendre, mais plus tranquillement. Vous voyez, il prend son temps. Forcément, on a pris une belle correction, mais ça reproduit très. Alors, même pas je sweep le plus bas, mais ça reproduit quand même assez proche de ce qu'on a sur BTC. Je garde toujours mon plan long terme en mensuel sur les altcoins, qui, je vous en avais parlé il y a 6-7 mois. Rappelez-vous, on fait une énorme accumulation comme ça, et l'objectif c'est de revenir sur ce niveau-là, et ensuite casser cette accumulation dans le futur là pour les prochaines années, et accélérer tout ça là haut, et avoir une vraie alque season à ce moment-là. Bon, ça c'est dans longtemps, il y a encore le time. ETH, ce qui est intéressant, c'est qu'il a beaucoup plus décroché que BTC. Vous voyez, le plus bas, il l'a explosé, il allait chercher vraiment plus bas, et ça c'est normal parce que sur ETH BTC, on était beaucoup plus bearish. Qu'on a un ETH qui corrige plus fort. Ce qui est intéressant là aussi sur ETH, c'est qu'on a pris la même compression que ce qu'on a sur le Total 3, vous voyez, avec même chose, avec la traîne ici, et le but après c'est de casser ça plus tard dans le futur. Et ouais, là on a cette zone qui est intéressante que j'ai mis en weekly, qui est ce gros carré qui correspond un peu à la traîne qu'on pourrait venir toucher et poser le bottom avant de repartir. Et donc là on commence à rentrer dedans, on a encore un peu de marge, mais ouais, ce serait pas déconnant d'avoir un bottom dans cette zone là entre les 1002 et les 1005. Donc ça c'est pour Ether. Sur le hype, tiens, il y avait un petit truc qui m'intéressait sur le hype. Oh, ça c'est pas mal. Ouais, le hype, on a. Alors ce qui est fou par rapport au hype, c'est que on a un ATH. Là c'est abusé. Franchement, on a eu le top ici, ce qui correspond au top de BTC des 120 000. Ensuite, on a corrigé très fort en même temps que BTC. Et ensuite, on a eu que de la montée, on a eu un énorme short squeeze, ça a été assez violent, et le truc c'est qu'en fait il fait que monter, parce que t'as pas mal de rumeurs autour de hype, je vous en ai déjà parlé, mais en gros il y a une grosse rumeur par rapport au fait qu'ils vont lancer leur marketplace comme Polymarket, et que du coup ils vont prendre une énorme part de marché là-dessus, mais c'est vrai que moi je pense qu'il va quand même corriger si BTC corrige, parce qu'en gros ce qui se passe, c'est que quand t'as un BTC qui fait un plus bas, tant que BTC il reste dans cette zone là, le hype, il n'a pas forcément de raison de corriger. Mais si on a un BTC qui décroche et qui va chercher un bottom, en fait, c'est logique, mais tous les gens qui ont des gains sur d'autres cryptos, ils vont vendre leurs cryptos pour acheter du Bitcoin en spot proche du bottom, parce qu'ils vont voir ça comme une énorme opportunité. Et du coup, on va avoir une corrélation entre Bitcoin et les altcoins qui n'ont pas encore chuté, qui va se faire en fait. Et ça, je l'ai vu plein de fois. Et je suis sûr que, enfin, je suis pas sûr, mais il y a de grandes chances pour moi que voilà, si BTC décroche et qu'ils viennent chercher un bottom plus bas, bah, les gens qui ont du hype et qui sont en gain, ils vont vendre leur hype pour acheter du BTC sur les plus bas ici. Parce que c'est hyper intéressant comme move. Et du coup, c'est pour ça que là, on pourrait avoir un top ici sur hype si on a un BTC qui commence à décrocher les 60 000 là dans les prochaines semaines. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a éventuellement une épaule, tête-épaule en formation, et que du coup là, on pourrait former la tête de l'épaule dans cet endroit, ce qui peut être intéressant. Et autre chose aussi qui est pas mal, c'est qu'on a une FSG daily qu'on a juste ici, vous voyez, entre les deux creux, et une FSG aussi 4 heures que j'ai mis, qui est juste ici. Et donc, ce qui me paraîtrait cohérent sur le hype, ce serait éventuellement de faire un scénario comme ça, où on valide l'épaule tête-épaule, et du coup on fait une clôture daily dans cette zone, mais on fait une mèche un peu plus haute. C'est-à-dire que là on vient ici, hop, on fait une mèche par exemple ici, et ensuite on clôture la bougie ici, pour valider l'épaule, et ensuite on chute. Et du coup c'est pour ça que le hype, poser un petit short dans cette zone, dans la FSG daily ou dans la FSG 4 heures ici, ça pourrait être intéressant, et c'est quelque chose que je regarde, que j'aimerais bien aller chercher avec un stop loss à ce niveau-là, et après un TP beaucoup plus bas, sur les plus bas qu'on a ici par exemple, sur ce niveau-là. Donc à voir. Après voilà, c'est très compliqué de shorter un token comme ça qui est en tendance haussière et qui fait que short squeeze. Mais c'est vrai que le timing là avec le BTC,
je pense que ça pourrait le faire. L'autre aussi qui m'intéresse, mais qui est beaucoup plus compliqué, c'est le Zcash. Vous voyez, on a eu le gros FUD qu'il y a eu autour là, avec le hack, enfin pas le hack, mais le potentiel hack qu'il aurait pu avoir. Ça fait une énorme mèche. On avait cherché une baisse en l'espace de quelques jours. Avec ça de moins 60, c'est n'importe quoi, moins 60%, je m'attendais à moins 30, et le rebond qu'on peut faire à TH, 175%, pour montrer un peu la volatilité du truc, et quand on dézoome, en fait c'est rien du tout. Et regardez, là il est sur des plus hauts, et en fait logiquement, le Zcash c'est toujours pareil, mais oui, dans cette box, souvent on est dans les zones de vente, ici, et inverse, dans cette box là, on est souvent dans les zones de bottom et d'achat. Et là en fait, on se situe dans une zone de vente long terme sur Zcash, qui est en plus de ça, on est dans un marché baissier où tout chute, et lui il résiste. Et du coup, pareil, son rattrapage à la baisse, je pense qu'il risque d'avoir lieu. Parce que si on a un BTC de nouveau qui décroche les 60 000, on a un BTC qui a rebondi, qui est là actuellement. Si il vient décrocher et aller chercher plus bas, les gens qui ont du Zcash, qui sont en gain ici, c'est obligé, vont vendre leur Zcash pour acheter du BTC s'il y a un bottom qui se profile. Et du coup, ça va corréler tout ça à la baisse. Et surtout, quand tu vois en weekly, la gueule qu'a le Zcash, quoi. C'est-à-dire que là, on a un énorme pump, on a un gros top, on vient chercher un premier bottom et bam, on vient chercher un deuxième top en double top parfait. Et là vraiment on est parfait sur le M qui pourrait être un gros M baissier en fait, tout simplement comme ça en weekly. Mon figure classique, mais qui dans le contexte actuel avec Bitcoin qui est plutôt baissier, ça pourrait vraiment le faire. Le seul problème, c'est que encore une fois, il y a deux FSG à aller chercher, on est déjà allé chercher la première ici, il y a la grosse ici qu'on pourrait aller chercher. Le seul problème, c'est que se positionner en short sur Zcash, c'est hyper compliqué. Par exemple, imaginez, je rentre là, je mets mon stop loss là, les gars, il y a 49%. Ça veut dire qu'il faut que je mette du levier x2 et ma liquidation, elle sera là, quoi. Donc en fait, c'est hyper dur d'entrer parce que le token est hyper volatile. Mais par contre, si j'arrive à choper une entrée sur ce token et que derrière ça déroule à la baisse, le potentiel de gain il peut être énorme. Regardez tout ce qu'il y a à aller chercher jusqu'à là. Ça peut être un truc de ouf. Et voilà, pas facile à timer, mais ça peut être un très bon short à voir. Bon voilà pour ça, S&P, Nasdaq on l'a vu tout à l'heure, S&P juste regardez en daily, en gros on a vraiment bien monté et là on a une petite correction. Et ce début de correction, ça peut être une correction de chill, comme par exemple on l'a ici, comme on l'a régulièrement, comme on l'a là, etc. Mais juste une correction assez chill comme ça qui fait tac, tac par exemple, un truc comme ça et ça remonte, juste ça pourrait avoir un impact assez fort sur BTC. Regardez la bougie du 5 juin sur la S&P, elle est assez vénère, et regardez sur BTC ce que ça fait. BTC il avait déjà baissé de fou, et regardez le 5 juin, il s'est retapé une grosse bougie. Alors il n'y a pas que ça, mais ça y joue, la corrélation est là, et en fait, si on a un S&P qui corrige un peu plus fort, on va avoir un BTC qui va forcément corriger plus fort. Donc ça à surveiller, pareil pour le dollar, qui remonte assez fort, et là ça va être là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e fois qui vient retest un peu cette zone-là, et de nouveau, ça va être intéressant de voir s'il se fait rejeter ou s'il arrive à la passer. Et là, ça pourrait être vraiment le timing parfait. Le fait qu'on ait une correction des marchés traditionnels à ce moment-là, le fait qu'on a un dollar qui casse à ce moment-là et qu'on a un BTC qui, du coup, va chercher un bottom en dessous des 60 000, ça pourrait être vraiment le timing parfait de chez parfait qu'on attend quand même depuis longtemps. Donc voilà pour tout ça. Allez, je finis avec le commentaire du jour de Rao Zemzem 886. Pas facile à dire. Pourquoi tu rentres pas en short avec des leviers moins conséquents au lieu de de timer le moment parfait pour envoyer la sauce? Très bonne question. Alors très bonne question parce que les gars, il ne faut pas mélanger le montant du levier, la quantité en fait, le chiffre du levier et la perte du stop loss. Ça c'est hyper important à comprendre. En fait, peu importe le levier que vous utilisez, ça n'a pas d'importance par rapport à la perte que vous allez avoir. C'est ça qu'il faut regarder. Je vous explique. Allez, je vais prendre un petit exemple sur BTC. Imaginez je veux short BTC, hop, je me mets ici et je mets mon stop loss par exemple ici, et mon TP, je vais le mettre à 50 000. Donc là, j'ai un ratio, par exemple, un ratio de 8.9, c'est-à-dire que je risque 1 de perte pour gagner 8.9. Donc ce qui est un très bon ratio, assez dur à passer. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que une fois que tu as ce ratio-là, et que tu t'es fixé une perte par rapport à ton pourcentage de capital de trading, et ben en fait, le levier n'a aucune importance. Et donc là, par exemple, tu vas te dire, ok, en général, ce que font les traders, ils vont risquer 1 à 2% par trade dans leur capital trading. Donc par exemple, si tu as 1000 € de capital en trading, eh ben, tu vas mettre 1% de perte par trade. Ce qui veut dire que 1% pour 1000 €, donc tu vas risquer 10 €. Donc ça veut dire que ta perte maximale que tu vas te prendre ici en stop loss, elle doit être de 10 €. Que tu prennes un levier x100 ou un levier x2 pour atteindre ces 10 € de perte, ça revient au même. Et en gros, tu peux te positionner ici avec je te dis n'importe quoi, par exemple 1000 € en levier x2,
Et là, ça va te faire, alors c'est peut-être pas bon au niveau des proportions, mais ça revient au même. Là, ça va te faire perdre, par exemple, 10 euros. Ok, mais t'as enlevé x2, mais t'as mis 1000 euros. Et à l'inverse, tu peux mettre, par exemple, tu peux te mettre en levier 200, donc ça va être 200 fois plus que ton levier, mais sauf qu'au lieu de mettre 1000 euros de margin, bah, tu vas mettre 200 fois moins de position en margin. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre 1000 euros en margin x2, bah, tu vas mettre 5 euros en levier x200. 10 euros en levier x200 plutôt. Et en fait, que tu mettes 1000 euros en x2, ça va faire 2000 euros de total. Ou alors que tu mettes 10 euros en levier 200, bon j'écris très mal, bah ça va faire pareil, ça va faire aussi 2000. Et en fait, dans tous les cas, à ce niveau-là, tu vas perdre, du coup, le même stop loss, tu vas perdre, je sais plus, on avait dit 10 euros. Et que tu sois en levier 200 ou en levier 2, bah dans tous les cas, tu vas perdre 10 euros. Et c'est ça qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder, c'est pas ton levier, on s'en fout. Ce qu'il faut regarder, c'est ta perte, ton stop loss. Combien tu perds? Pas en dollars, pas par rapport au levier, mais par rapport en pourcentage de ce que ça représente de ton capital. Donc là, ça représente 1%. Et en gros, dans les traders, bah, souvent, c'est entre 1 et 5% qu'on va mettre par trade. C'est-à-dire que tu vas perdre 1%, 2%, 5%. Il y en a, c'est plus. Moi, je suis un peu une tête brûlée en trading. Du coup, des fois, je mets souvent plus que 5% de perte sur mes stop loss, mais c'est pas l'optimal. En vrai, l'optimal, ce serait d'avoir un seuil fixe où tu te dis, voilà, tu risques 1 ou 2% par trade maximum. Et quand c'est des trades qui sont plus intéressants à prendre, et bah, tu peux aller risquer jusqu'à 5%, mais jamais plus haut. Et en fait, pour atteindre ces 5% de perte, que tu utilises 2000 euros en levier x2 ou 10 euros en levier x200, ça revient au même. Et du coup, ça, il faut bien comprendre que le levier, les gars, n'a pas d'importance. Et ça, je vois trop souvent sur les réseaux où on me dit, mais t'es complètement malade d'utiliser du levier x50, x100. On s'en fout, parce que au lieu d'utiliser 1000 euros en levier x50, bah, j'aurais pu utiliser, je sais pas, 25 000 euros en levier x2. Ça revient exactement au même. Juste, le fait d'utiliser un gros levier, ça me permet d'utiliser moins de capital à mettre en margin, en fait. Mais au final, sur la perte finale, ça revient pareil. Et en fait, que tu utilises, par exemple, du levier 200, mais que tu respectes ton pourcentage de perte sur ton stop loss par rapport à ton capital, bah en fait le risque il est exactement le même que si tu mettais plus de margin mais tu utilisais du levier x2. Et c'est juste que sur les réseaux, bah, les gens ils voient le levier x200 et ils se disent oh mais c'est un malade, il fait prendre des risques de ouf, mais en fait c'est juste tu le calcules par rapport à ce que tu vas perdre en termes de pourcentage sur ton capital. Voilà, ça c'est un petit truc important à comprendre. Après c'est sûr, si vous tradez sans stop loss, enfin vous tradez sans, je sais pas, vous avez 1000 euros de capital et puis vous dites oh, allez vas-y je mets 500 en levier x100, forcément là c'est pas la même quoi. C'est pas la même que si tu mets tes 500 balles sur du levier x2. Mais là du coup c'est pas pareil, c'est pas du trading parce qu'en fait tu vas mettre 50% de ton capital sur une position. Ce qui normalement dans la gestion en fait de ton capital en trading n'a pas de sens parce que tu vas plus prendre des trades comme j'expliquais de 1, 2%, 5%. Moi des fois je vais au-delà parce que je suis un peu une tête brûlée, mais jamais de la vie j'irai mettre 20-30% de capital sur un trade. Sauf parfois bien sûr pour les gros swings, mais là c'est encore une autre stratégie, c'est encore autre chose, c'est plus entre le trading et l'investissement quand tu fais des swings sur plusieurs semaines, plusieurs mois, parce qu'en fait tu vas prendre un seul trade sur plusieurs mois ou plusieurs semaines, mais du coup avec un capital qui va être plus conséquent. Et là c'est encore autre chose. Enfin bref, voilà pour tout ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. À passer en inscription, vous avez Swissborg si vous voulez commencer à placer vos ordres. Je vous conseille de le faire. Sur Swissborg, vous pouvez passer par le lien et vous avez un ticket à gratter qui peut aller jusqu'à 100$ qui vous est offert. Et vous pouvez commencer à placer vos ordres limite en spot sur Swissborg. Moi, c'est ce que je vais faire entre les 40 000 et 50 000 si on vient dedans. Et au moins, si on vient mécher à cet endroit-là, bah, vous aurez vos ordres qui seront pris. Et ça, c'est pas mal. Donc voilà, je vous mettrai ça en description. N'hésitez pas aussi à me follow sur Twitter et YouTube si c'est pas fait. Je vous ai dessus et moi je vous dis à plus. Ciao!